bonjour à tous. Bienvenue dans notre avant-dernier cours de cette introduction à la philosophie politique. Il nous reste deux choses à voir. Deux idéologies politiques sur lesquelles on va revenir pendant les deux derniers cours. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, je vous avais annoncé qu'on verrait le conservatisme, mais j'ai décalé à la dernière fois. On va voir aujourd'hui ce qu'on appelle les politiques de l'identité, ou ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on appelle dans les médias sous le terme de wokisme, et puis on terminera la prochaine fois sur le conservatisme. Je vous fais vite un petit, juste un petit récapitulatif de la dernière diapo qu'on a vue la dernière fois, de manière à ce que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Donc, la partie du cours qu'on a terminé la dernière fois, c'est celle qui se demande qu'est-ce que c'est qu'une distribution juste des ressources. Et puis, cette question, elle devient assez rapidement une question qu'on peut poser en termes d'inégalité. Quelles sont les inégalités qui sont acceptables? Et on a vu un certain nombre de réponses possibles à cette question. Première réponse, sans doute la plus influente, comme je vous l'ai dit, Rawls, il a vraiment fait figure de pilier de la philosophie politique du XXe siècle et aujourd'hui encore. Qu'est-ce que dit Rawls? Il dit qu'une inégalité est acceptable du moment qu'elle bénéficie aux plus défavorisés. On a ensuite un autre type de réponse qui est plus difficile à situer politiquement parce que c'est un utilitariste, Harsanyi, qui dit qu'une inégalité est acceptable du moment qu'elle maximise l'utilité moyenne. On a vu ensuite Donald Dworkin, qui lui a introduit l'idée d'égalité des chances, qui est située plus à gauche de l'égalité politique, mais qui veut maintenir cette idée d'égalité des chances, et qui maintient qu'une inégalité juste, c'est une inégalité qui résulte des choix des individus. On a vu une théorie libérale, à savoir celle de Nozick, qui dit qu'une inégalité, c'est celle qu'on a vue en longueur la première partie de la séance dernière, qui dit qu'une inégalité juste, c'est une inégalité qui résulte de transferts justes depuis une situation juste. Souvenez-vous de l'exemple du basketteur de Nozick, d'accord? Vous prenez n'importe quelle distribution des biens qui vous semble juste. Après, on va voir le basketteur qui joue. Chacun, 1 million de personnes lui donnent 10 francs. Le basketteur se retrouve beaucoup plus riche que les autres. Ça, pour Nozick, du moment que cette inégalité est due à des transferts qui sont justes, en l'occurrence des transferts libres, c'est une inégalité très forte, mais qui est parfaitement acceptable, du moment que la situation de départ était acceptable. Et puis, on a terminé brièvement, j'ai mentionné ça, et ça va être en partie pertinent pour ce qu'on va voir aujourd'hui sur les politiques de l'identité. L'idée de Hayek, qui est un autre philosophe et économiste libéral, qui n'est pas d'accord avec Nozick sur ce point. Hayek, lui, il a une position beaucoup plus, hors champ ici, dans la mesure où il dit qu'il ne faut pas appliquer la notion de justice ou d'injustice à la question de la distribution des ressources dans la société. Et la raison pour laquelle Hayek dit que les notions de justice ou d'injustice ne s'appliquent pas à la question de la distribution des ressources dans la société, c'est que cette distribution, elle est décidée par personne. Et pour Hayek, on peut dire que quelque chose est juste ou pas s'il y a quelqu'un qu'on peut blâmer. On peut dire « Ah, c'est de la faute de Lucie que Jean a plus de gâteaux que moi. Là, je peux aller voir Lucie et râler. » Mais si la distribution des ressources dans un système complexe comme le nôtre aujourd'hui est telle que personne n'a décidé ça, alors il ne s'agit pas d'injustice ou d'injustice. Okay? Et vous savez bien que pour Hayek, ça ne veut pas dire que on doit forcément donner un blanc-seing à n'importe quelle distribution des ressources. Mais le point d'Hayek est de dire qu'il ne faut pas forcément critiquer cette distribution en termes des concepts normatifs de justice ou d'injustice. Voilà, ça c'était la diapo où je récapitule ce que j'ai vu la dernière fois. Je ne vais pas faire trop long sur le résumé, mais en tout cas, je vais vous laisser l'opportunité de poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires à ce stade pour vous sur la justice distributive. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bien. Alors, on passe à la suite. On avait 3 grandes idéologies. Vous vous souvenez le triangle de Hayek? On devait passer au conservateur, mais j'ai changé. Et on passe maintenant... Oh, zut, j'ai raté ma belle diapo. Les grandes idéologies politiques. 3, les politiques de l'identité. Loïc va être content parce qu'il voulait des sujets touchy. Il m'a dit, alors là, c'est touchy dans le terme de Loïc. C'est-à-dire, vous voyez bien que ces politiques de l'identité, qu'on appelle wokisme aujourd'hui, ça fait évidemment beaucoup parler dans les médias. Ça énerve tout le monde. On va voir rapidement pourquoi. Vous avez des gens qui sont tout à fait pour, vous avez des gens qui sont tout à fait contre. Ça énerve tout le monde. Pourquoi ça énerve tout le monde? En 2 mots, quand vous parlez de wokisme, vous êtes à peu près sûr de fâcher tout le monde. Donc si vous êtes à un repas de famille, vous voulez que ça se passe bien, je vous déconseille de dire « Hey, qu'est-ce que tu penses du wokisme ?» En général, ça va mal se passer. Vous allez avoir un certain nombre de personnes autour de la table qui vont dire « Moi, je ne comprends absolument rien à ce truc-là. Tout le monde en parle, je ne sais pas ce que c'est, alors ça m'énerve. » Vous avez
un autre type de personnes qui vont dire « Ah, nous, on sait très bien ce que c'est. On sait très très bien ce que c'est. Haha. C'est une panique morale qui est entretenue par les conservateurs, les réactionnaires et l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment pas bien, donc ça nous énerve. » Ça, c'est les deuxièmes qui vont être là. Puis vous en avez d'autres qui vont dire « Ah ouais, moi aussi, je sais très bien ce que c'est. C'est pas du tout une panique morale, c'est une idéologie radicale d'extrême gauche. Et ça me fâche aussi. » Donc ça, c'est vous fâchez tout le monde quand vous parlez de wokisme. Donc aujourd'hui, je vais vous fâcher, forcément, vu qu'on parle de ça. Le point, c'est qu'on va essayer de comprendre si c'est une nouvelle idéologie politique. Vous allez voir que c'est une question, en fait, qu'il y a un certain nombre de personnes qui nient qu'il y a vraiment un phénomène idéologique ici. Et donc l'avertissement immédiat, c'est de dire, contrairement aux autres idéologies politiques qu'on a étudiées, nous, jusqu'ici, à savoir, pour l'instant, le libéralisme et le socialisme, et ce sera aussi le cas du conservatisme, qui sont en un sens bien installés, sur lequel il y a des débats, il y a des discussions, il y a sur la question de savoir comment il faut les définir, sur la question des objections. Ici, on est un peu plus sur des sables mouvants, en terrain meuble, parce qu'il y a même un doute sur la question de savoir si on parle de quelque chose, ici. Alors, il y a un doute aussi sur la question de savoir comment est-ce qu'on doit en parler. Donc moi, j'ai mis comme titre, et vous allez comprendre pourquoi à cette partie du cours, à cette section, j'ai dit « politique de l'identité ». Mais vous avez plein de manières de désigner ce nouveau phénomène si c'en est un. Vous avez entendu parler de wokisme, évidemment. Certains utilisent l'expression gauche culturelle, d'autres gauche sociétale, par opposition à gauche sociale. D'autres disent société inclusive. Vous entendez parfois parler de nouveau progressisme. Certains disent le nouveau monde. Politique de l'identité, ça c'est ce que j'ai retenu. Un analyste récent, Munk, dit qu'il faut mieux parler de synthèse de l'identité, identity synthesis. Quand vous entendez parler de cancel culture, c'est souvent au moins un aspect de ce phénomène qu'on appelle le wokisme. Et puis aussi, vous entendez parler parfois dans les réseaux sociaux de social justice warriors, qui est aussi un aspect de ces choses-là. Alors, on n'est même pas sûr de savoir comment l'appeler, on n'est pas sûr que ce soit quelque chose. Pourquoi est-ce que moi j'ai retenu politique de l'identité? Pour une raison assez simple. C'est que quand vous parlez de wokisme aujourd'hui, c'est devenu systématiquement péjoratif. Donc vous avez personne qui dit « moi je souscris à... je suis un wokiste ». Okay, c'est effectivement un terme qui est employé uniquement par les ennemis de la position en question. Ce n'est pas le cas exactement du terme woke lui-même. C'est pour ça que sur la casquette que je vous ai mise avant, ici, c'est des vraies casquettes, hein, vous pouvez les acheter. Stay woke, ça c'était quelque chose qui était, ça existe encore, c'était quelque chose qui était assumé comme un slogan positif, d'accord? Donc le terme woke, ça veut dire s'éveiller aux injustices, a priori, et ça c'était brandi par un certain nombre et c'est toujours brandi par un certain nombre de militants. Woke, ça va encore, mais wokisme, là, c'est systématiquement péjoratif, comme je vous le disais à l'instant. Pardon, je réavance. Ici, et ça c'est une raison importante pour nous d'éviter le terme, même si vous verrez que de temps en temps je retombe dedans dans la discussion qui va venir pour mettre en avant notamment une hypothèse contre l'existence du wokisme, mais en général c'est mieux, et vous allez voir pourquoi, de pouvoir labelliser une idéologie politique de façon neutre. Et je pense que c'est assez clair par rapport à ce que je vous ai dit lors de la première séance. Quand on veut faire de la philosophie politique correctement, on veut éviter l'invective. On veut défendre des thèses, non pas parce qu'on s'envoie des bonnes piques à la figure, mais parce qu'on a des bons arguments pour cette thèse ou à l'encontre de ces thèses. Donc évidemment, le vocabulaire normatif et péjoratif en particulier, il nous encombre dans cette histoire-là. Si vous dites politique de l'identité, c'est pas transparent, mais en tout cas, vous avez un certain nombre de personnes qui se revendiquent de ces politiques. Vous avez notamment un article sur les politiques de l'identité dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy par Cressida Hayes, qui est assez favorable à ces politiques. Donc c'est un terme qui est plus acceptable. Vous trouvez des gens qui s'en revendiquent. Alors évidemment, c'est pas simple parce que politique de l'identité, on en parle un peu, mais c'est pas aussi clair dans la tête d'un certain nombre de personnes que wokisme qui s'est installé dans le débat public aujourd'hui. Un petit point, pourquoi est-ce que je préfère parler de politique? Enfin, en anglais, c'est identity politics. Mais si vous traduisez ça par politique identitaire, là tout de suite ça sonne pas comme du wokisme, ça sonne comme une politique typiquement de droite, où on dit on s'attache ici à des identités nationales ou culturelles. Et c'est pas ce que fait le wokisme. Vous allez voir qu'il y a un rôle important des identités, de l'identité des groupes dans le wokisme, mais c'est pas des groupes qui sont des groupes nationaux, typiquement.
Bien, ça c'était quelques petites remarques terminologiques pour un petit peu vous dire à quel point le sujet est délicat à aborder, tant par le fait qu'il hérisse le poil de tout le monde, et d'autre part qu'on ne sait pas en quels termes en parler. Alors une question qu'on peut se poser pour commencer, c'est si le wokisme existe, si les politiques de l'identité existent, où est-ce qu'on les situe sur l'échiquier politique? Et puis une réponse standard que vous entendez, c'est le wokisme, c'est forcément à gauche. Tous ceux qui souscrivent à ces théories semblent être à gauche de l'échiquier politique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça si tant est qu'il faille répondre quelque chose? C'est peut-être vrai, c'est même sans doute vrai, mais il y a quand même au moins deux problèmes ici. Premier problème, c'est qu'il n'est pas le cas que toutes les personnes à gauche souscrivent à ces idéologies-là. Donc vous avez souvent un débat au sein de la gauche entre ceux qui se revendiquent de la gauche sociale contre ceux qui se revendiquent de la gauche sociétale et qui disent nous, on est resté la bonne vieille gauche qui voulons lutter contre les inégalités économiques et sociales, et ces nouveaux projets sociétaux ne ressemblent pas aux idéaux qui nous ont fait venir à gauche. Donc il faut faire attention à ne pas raccourcir et à maintenir que toutes les personnes de gauche sont woke, ça c'est évidemment pas le cas. Et puis comme on l'a vu précédemment, gauche, droite, c'est vraiment un calvaire à définir, d'accord? Et je pense que moi, je n'ai pas connaissance d'une bonne définition. Il en existe peut-être, et si vous en avez, faites-m'en part, je suis très intéressé. Comme je vous l'ai dit lors des premières séances, c'est très étonnant parce que c'est une catégorie de classification de l'échiquier politique qui résiste à l'épreuve du temps. On n'arrête pas de classer les différentes positions à l'aide de ça, gauche-droite. Ça fait que les individus se définissent eux-mêmes comme moi je suis de gauche, moi je suis de droite, moi j'ai toujours été de gauche, moi j'ai toujours été de droite, donc ça a l'air d'être quelque chose qui parle, mais dès que vous essayez de le définir, ça vous file entre les doigts comme une sardine, quoi. Vous ne savez pas mettre le doigt exactement sur qu'est-ce qui caractérise ces deux choses-là. Alors, nous ce qu'on a fait dans ce cours, c'est qu'on a adopté une tentative de clarification de tout ça, qui est celle de Hayek. Vous vous souvenez que Hayek, c'est lui qui dit, donc c'est le même dont on a parlé sur la justice sociale à l'instant, mais il a cette théorie plus générale de la forme des différentes idéologies politiques, où Hayek dit, en fait, c'est beaucoup plus clair de les représenter par un triangle. Ça, c'est juste un rappel d'une diapo que je vous ai déjà montré. Hayek dit, on a trois grandes idéologies politiques fondamentales dans nos sociétés contemporaines. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les idéologies politiques possibles. Si vous avez la théocratie, elle n'est pas représentée ici, par exemple. Si vous avez le fascisme, il n'est pas représenté ici. Mais ce que dit Hayek, c'est que nos démocraties libérales contemporaines sont dominées par trois grandes idéologies que sont le conservatisme, le socialisme et le libéralisme. D'accord ? Donc on a vu jusqu'à maintenant libéralisme, socialisme, enfin, plutôt le marxisme pour être plus précis. Il nous reste à voir le conservatisme. Et aujourd'hui, on parle de cette autre idéologie qu'on appelle prosaïquement le wokisme et de manière plus neutre les théories de l'identité. Alors, question pour vous maintenant, si vous avez une quelconque idée de ce qu'est le wokisme, si vous n'êtes pas dans le premier camp de ceux qui se disent je ne sais pas du tout ce que c'est que cette affaire, vous avez une vague idée de ce que c'est, où est-ce que vous mettriez les théories de l'identité, les politiques de l'identité dans le triangle de Hayek? Est-ce que vous avez des suggestions? Au centre, sur un côté, plus proche des libéraux, des socialistes, des conservateurs. Arnaud, c'était le début d'un... C'est rien. Bien, ça c'est ce que je vais vous proposer. Je pense qu'il faut en faire une autre. Mais peut-être maintenant pour essayer de voir si on reste en 2D, est-ce que vous avez d'autres idées? Arnaud? D'un point de vue purement culturel et sociétal, je dirais que c'est très libéral. Et ensuite, j'ai pas l'impression que c'est forcément une position sur l'économie qui soit inhérente. Donc, je dirais que c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile de positionner, parce que je peux être un communiste et me dire woke, tout comme je peux être et je pense que c'est aussi possible d'être économiquement libéral qui se dit woke. Très bien, donc vous dites que le wokisme il serait plutôt vers le libéralisme au niveau des mœurs. On fait des fois cette distinction, je vous en ai touché deux mots en parlant du libéralisme, en disant qu'il y a le libéralisme politique au niveau des mœurs et puis le libéralisme économique. Je vous ai dit que c'est une distinction qui vient assez tard en fait dans l'histoire du libéralisme, qu'elle n'est pas présente au départ du tout, et même chez la plupart des penseurs libéraux, elle est un peu introduite tardivement. Mais vous vous dites, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire le wokisme il est
un peu entre les deux, si je vous comprends bien, Arnaud. Libéral en ce qui concerne les mœurs, et puis plutôt socialiste en ce qui concerne l'économie, c'est ça? Je disais que j'ai pas l'impression notamment qu'il y ait forcément une position économique qui soit qui aille avec Ouais. les politiques d'identité. C'est vrai. J'ai l'impression que les politiques d'identité c'est presque exclusivement sur les mœurs. Oui, alors elles vont avoir des conséquences économiques, mais effectivement, le cible au départ, c'est pas directement, comme le marxisme, c'est pas directement la production, comment répartir les ressources. C'est pas et ça va être une des objections que leur font les marxistes. Donc vous avez effectivement mis le doigt sur quelque chose d'important. D'autres suggestions sur où est-ce qu'on doit ranger le wokisme ici? Bon, après, non, je voulais faire juste un commentaire. Comme c'est le problème avec la gauche et la droite, moi, il me semble difficile de voir le wokisme de façon homogène. Il me semble qu'il y a un wokisme très différent dans les États-Unis, donc par le côté des démocrates, qui quand même il est beaucoup plus libéral, et en Europe, je le vois beaucoup plus socialiste. Après, bon, c'est bon le mettre moitié, mais j'arrive pas à le mettre dans le même trou. Donc là, l'objection, et on a toujours ça avec les idéologies politiques, c'est de dire est-ce qu'en fait on n'est pas en train de traiter comme un phénomène unifié quelque chose de totalement hétérogène. Et c'est aussi une objection qu'on peut faire jouer contre le libéralisme, contre le conservatisme, en disant mais peut-être c'est des manières de découper le paysage politique qui sont beaucoup trop générales, et en fait il y a beaucoup plus de différences dans les idéologies politiques. Souvenez-vous néanmoins l'idée de Hayek qui est assez stimulante, c'est de dire les sommets d'un triangle, c'est un peu les idéologies chimiquement pures, si vous voulez. C'est de dire, qu'est-ce que c'est que le socialisme? En gros, c'est la théorie qui dit aucune propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la théorie qui dit défense absolue des droits et donc aucune intervention publique de quelque ordre que ce soit, donc une forme d'anarcho-capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le conservatisme? Bon, on verra, ce serait la version la plus pure de conservatisme qui dit je conserve les institutions quelles qu'elles soient. Donc ce que vous avez au sommet, c'est presque des exceptions en fait, parce que c'est très rare les gens qui vont être justes ici, d'accord? La plupart des gens, donc il faut vraiment voir que c'est un continu là-dedans, la plupart des gens vont faire un peu un medley en disant moi je pense qu'il faut de la propriété privée des moyens de production, mais pas tous, parce qu'il faut aussi assurer l'égalité des chances, donc on va se déplacer un petit peu là, ou on va aller un petit peu vers le conservatisme, etc. D'accord? Donc vous avez une infinité de positions qui sont représentées dans ce triangle. Donc en un sens, vous pouvez avoir une manière... Pardon, je fais une petite parenthèse sur le triangle pour qu'on le comprenne bien. Vous avez le conservatisme, disons, au sens pur, qui est la pointe, et puis après vous avez le conservatisme au sens large, que vous pouvez représenter comme un secteur du triangle ici. Vous faites un petit... Puis c'est toute cette aire-là qui sera le conservatisme dans un sens un peu plus large, toute cette aire-là qui sera le socialisme dans un sens un peu plus large. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de localiser le wokisme là-dedans? Je vous donne quelques objections ici. Moi, je voulais faire apparaître un par un, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris trois penseurs représentatifs des trois autres traditions. Marx pour le socialisme, Hayek pour le libéralisme et Roger Scruton pour le conservatisme. On verra un petit peu la prochaine fois. Que va dire un marxiste au sujet du wokisme ici? Théorie de l'identité. Il va dire la chose suivante. Il va dire que le wokisme, c'est l'ultime leurre des idéologies bourgeoises, libérales, conservatrices, qui cherchent à substituer les questions sociétales et morales aux questions sociales et économiques qui sont le vrai moteur de l'histoire. Souvenez-vous que pour Marx, le moteur de l'histoire, c'est les luttes, c'est les forces économiques, les forces contraires à la production et à la distribution des richesses. D'accord ? Il y a cette distinction chez Marx entre la structure et la superstructure. La structure, c'est les rapports de production, la superstructure, c'est l'idéologie qui vient se coller dessus. Et Marx dit, l'idéologie, elle vient après coup, justifier a posteriori ce qui se passe, mais ce n'est pas ça le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on produit et qu'on se répartit les richesses. Et évidemment, vous allez voir, si le wokisme peut être défini, que là-dessus, le wokisme prend le contre-pied exact du marxisme, parce que le wokisme ne va pas insister sur les rapports de production, mais il va insister sur les reproductions, l'idéologie, les stéréotypes, etc., qui pour le wokisme sont vraiment au cœur des injustices, des discriminations qui font de la société. Donc ça, vous avez ici un point important de contraste entre les idéologies, les politiques de l'identité, d'une part, et le marxisme, d'autre part. Alors Arnaud, vous disiez, le wokisme, il serait peut-être bien avec un peu plus proche, au moins sur certains aspects, du libéralisme. Mais un libéral, en général, dit la chose suivante au sujet du wokisme. C'est une idéologie autoritaire qui fait peu de cas des libertés individuelles. On n'arrête pas de parler des libertés collectives en tant que groupe ou des discriminations positives.
Et le libéral va renvoyer le wokisme à ses deux adversaires traditionnels à lui. Il va dire le wokisme, comme le conservatisme, a un aspect communautarien ou identitaire. On va voir dans quel sens exactement on peut dire que les politiques de l'identité, c'est pour ça qu'on les nomme ainsi, sont identitaires. Et ça, moi en tant que libéral, je suis un universaliste et je suis un individualiste. Je pense que c'est les individus qui sont les porteurs de droits. Toujours et partout, les individus ont les mêmes droits. Et ça, a priori, c'est quelque chose que remettent en cause les politiques de l'identité. Et puis par ailleurs, le libéral va dire, et l'autre aspect autoritaire des politiques de l'identité, c'est qu'elles sont obsédées par la justice sociale. Et ça, c'est une marque plutôt du socialisme. Pas de Marx, souvenez-vous que chez Marx, on ne parle pas de justice sociale, mais de manière générale, cet intérêt prononcé pour les questions sociales, c'est plutôt une marque du socialisme. Donc, la critique libérale, en général, va insister sur l'absence d'universalisme, d'individualisme et sur le fait qu'on fait primer les idéaux de justice sociale sur les libertés individuelles. Et ça, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas du wokisme chez lui. Et puis, que va dire le conservateur ? Là, je vous fais la version très simple pour qu'on s'approche doucement de ces théories. Que va dire le conservateur ? Quelque chose comme la chose suivante, c'est moi qui ai écrit là, vous avez bien compris que ce n'est pas des citations des trois personnes en question. Le wokisme est plus proche du libéralisme et du socialisme que de ma théorie, le conservatisme. C'est un nouvel avatar de radicalisme politique, une prédilection utopique pour ce qui devrait être, virgule, fondé sur la détestation de tout ce qui est. Donc comme on le verra la prochaine fois quand on parlera du conservatisme, le conservateur, lui, c'est quelqu'un qui pense que, au moins dans certaines conditions, typiquement dans nos démocraties libérales, il faut réaliser la chance qu'on a et piétiner ce qui existe pour aller vers une utopie distante, c'est quelque chose de délétère. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ça ? C'est que le wokisme, et là je vais vers l'idée de Soraya qui a divulgaché ce vers quoi je vais, c'est que le wokisme c'est une vraie patate chaude dans l'espace, dans le triangle politique de Hayek. Personne n'en veut. Okay, les socialistes disent non, ça c'est les autres. Les conservateurs disent non, ça c'est les autres radicaux. Et les libéraux disent ah non, ça c'est pas nous. C'est typiquement un truc autoritaire, soit socialiste, soit conservateur. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Voilà une proposition. On va appeler ça dorénavant, on va appeler proposition qu'on va appeler, appelons-le dorénavant le berlingot de Soraya. Donc vous avez dit un prisme, plus précisément je pense que c'est un tétraèdre, donc c'est dire si le wokisme existe, et encore une fois vous allez voir qu'il y a des débats là-dessus, il a l'air d'être une nouvelle idéologie qu'il faut placer ailleurs dans notre espace des idéologies politiques importantes ici. Donc le berlingot, c'est la forme canonique, ou ce qu'on appelle aussi un tétraèdre régulier. Donc, si le wokisme existe, voilà peut-être comment est-ce qu'il faut redéfinir l'espace politique sur la base du triangle de Hayek, de dire c'est un nouvel élément. Notez bien l'intérêt de le faire en trois dimensions, comme l'a suggéré Soraya. C'est que vous auriez pu faire un carré, sinon, on aurait pu mettre les 4 idéologies sur un carré, mais ça aurait impliqué dans l'espace, dans la représentation de l'espace, qu'il y a des idéologies qui sont plus proches les unes des autres que d'autres idéologies, d'accord ? Parce que les diagonales d'un carré sont plus éloignées que les sommets adjacents les sommets opposés d'un carré sont plus éloignés que les sommets adjacents. Ce qu'on veut, nous, ici, c'est une représentation de l'espace politique qui soit la plus neutre possible, d'accord, pour pouvoir après rentrer dans les discussions de savoir s'il y a des proximités plus grandes, mais au départ, on devrait pouvoir se mettre d'accord sur une représentation neutre, et ça c'est une belle figure, parce que chaque sommet du tétraèdre régulier est à équidistance des 3 autres sommets. Donc vous ne prenez pas position pour dire le socialisme est plus proche du wokisme, ou le wokisme est plus proche du conservatisme, ou le libéralisme est plus proche du conservatisme, d'accord ? Ça c'est une des beautés de cette figure. On ne peut pas aller plus loin après. Si jamais on veut introduire une nouvelle idéologie, si vous introduisez une nouvelle idéologie maintenant dans l'échiquier politique de nos démocraties libérales, on n'arrivera pas à la faire rentrer sur la figure. Donc arrêtez, essayons de rester là-dedans, parce qu'on ne peut pas faire plus, sinon il faut passer en 4 dimensions, mais là on s'arrache la tête. On a donc la meilleure figure qui puisse représenter des relations équidistantes comme ça, on ne peut pas faire mieux que le tétraèdre. Au-delà de 4, on n'arrive plus. Bref, ça c'est une petite parenthèse.
Donc on va supposer ça, au moins pour l'instant. Si on veut placer ces théories de l'identité, politique de l'identité aujourd'hui, peut-être qu'il faut leur donner une position de plein droit dans l'échiquier politique. Notez que si c'est vrai, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, au moins théoriquement, de très intéressant au cours des 30 dernières années. On va essayer de dater ça un peu plus précisément, où on a cette émergence d'une nouvelle idéologie politique. C'est une nouvelle naissance. C'est joyeux, une nouvelle naissance, en un sens, d'accord ? Longtemps, on a été avec seulement trois théories qui ont vraiment... seulement 3 idéologies, pardon, plutôt que des théories, qui ont dominé l'espace politique. Et là, on a une nouvelle qui a émergé et qui a très vite pris en ampleur, en tout cas si cette hypothèse est correcte. Alors pourquoi je prends des précautions sur si cette hypothèse est correcte ? Parce que je voudrais maintenant vous dire quelques mots de l'objection principale à ça, que vous avez sans doute déjà entendu dans les médias, qui consiste à dire, et que j'ai mentionné pour commencer, non mais tout ça c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, le wokisme c'est pas une idéologie, c'est juste un fourre-tout dans lequel les réactionnaires, les fascistes, les penseurs d'extrême droite mettent tout ce qu'ils n'aiment pas pour pouvoir taper dessus très fort. D'accord ? Et je voudrais vous dire quelques mots avant de vous proposer une définition des politiques de l'identité, de cette hypothèse du fourre-tout. Alors en quoi elle consiste ? Est-ce que j'ai le temps de vous faire tout ça ? Pas forcément. Donc vous avez tout un tas de phénomènes dont vous avez entendu parler. Vous avez des déboulonnages de statues de Churchill, vous avez des gens qui sont des sensitivity readers, qui relisent des manuscrits pour les expurger de tout ce qui peut être offensant. Vous avez ce sigle LGBTIA2S+, qui s'allonge. Des nouvelles offenses, l'appropriation culturelle, vous avez des nouveaux pronoms que vous voyez être utilisés par un certain nombre de personnes. Vous avez dans les nouvelles offenses, vous avez l'idée de mégenrer, qui n'était pas non plus quelque chose qu'on considérait avant comme une offense. Vous avez des comportements comme s'agenouiller au début des matchs de foot en hommage aux personnes victimes de l'esclavage. Vous avez tout un tas d'entreprises privées comme publiques qui font des entraînements à la diversité. Vous voyez ce que c'est ça? C'était il y a quelques semaines. C'est l'intelligence artificielle de Google à qui vous demandez dessine-moi un soldat nazi, puis il dessine un soldat nazi noir, ou dessine-moi un pape, et puis il dessine une pape indienne. D'accord? Donc, ce qui, pour les adversaires du wokisme, apporte de l'eau au moulin en disant, vous voyez bien, même dans l'intelligence artificielle, on les a programmés pour nous mettre des choses politiquement correctes. Vous avez tout un tas de projets dans l'éducation, dans les écoles, les universités, pour décoloniser certains cursus, décoloniser les mathématiques. Vous n'aviez peut-être pas vu que les mathématiques étaient colonisées, mais un certain nombre de chercheurs pensent qu'ils le sont. Vous avez les débats, évidemment, sur la participation des athlètes transgenres à des compétitions qui posent tout un tas de problèmes. Le débat que vous avez forcément vu passer sur le baiser de Blanche-Neige qui n'était pas consenti. Et pourtant, on montre ça aux enfants, alors que c'était vraiment terrible. Débat récemment des présidentes d'universités américaines qui n'ont pas condamné suffisamment fermement au jeu des conservateurs américains, qui n'ont pas répondu de manière très claire à la question de savoir est-ce que si on encourage... Attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises ici. La question de mémoire était pensez-vous qu'il faille interdire sur votre campus les appels au meurtre de personnes juives, et Claudia Gay ici, qui avait très peur de... en fait, elle était dans une pression assez compliquée, malgré tout, quoi qu'on pense de sa réponse, qui avait très peur de dire on va me condamner parce que je ne vais pas donner assez de place à la liberté d'expression, a dit en fait ça dépend des circonstances. Donc éventuellement, il y a certaines circonstances où on peut laisser les appels au meurtre de personnes juives avoir lieu, ce qui a suscité tout un scandale dont vous avez très certainement entendu parler. Les safe space, je ne pense pas qu'il y en ait encore beaucoup en Suisse, mais vous avez ça dans toutes les universités américaines, anglaises, un endroit qui est censé être un endroit safe, dans lequel vous ne vous exposez pas aux préjugés des autres. Les toilettes en genre, des expositions, enfin pas des expositions, mais l'usage important de l'écriture inclusive, au prix parfois de la compréhension immédiate en tout cas. Donc, tout ça, c'est des phénomènes, pourquoi est-ce que je vous mentionne tout ça? C'est des phénomènes que un grand nombre de personnes associées au wokisme, et ça les énerve, y mettent
Donc ils pensent que tout ça c'est des excès. Et que dit la théorie du fourre-tout? La théorie du fourre-tout, elle dit la chose suivante, elle dit, tout ce que font les conservateurs, c'est qu'ils mettent tout ça dans un grand sac qui veut rien dire, et puis ils tapent très fort dedans. Elles sont belles les animations. Okay, donc ils disent, voilà, tout ça, c'est tous les trucs qu'on n'aime pas. Alors on est, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut fuir à tout prix. Donc cette hypothèse-là, elle a la faveur d'une grande partie des médias et d'un certain nombre de recherches. Là, vous avez 3 livres récents sur la question en français. Hein. Si vous lisez juste les titres, c'est transparent, ça dit ça. Dupuy-Perry, le titre de son livre, c'est Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires. Polycar, c'est le dernier, le wokisme n'existe pas, la fabrication d'un mythe. Et Mahoudeau qui dit la panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire. Hein. Donc ceux qui souscrivent à cette analyse du phénomène-là disent en général, utilisent très souvent cette expression de panique morale. Okay, c'est un certain nombre de personnes conservatrices ou réactionnaires qui sont inquiets de ces nouvelles évolutions et qui mettent tout ça dans un sac pour taper dedans plus fortement. Alors, il y a un certain nombre d'objections à cette thèse qui sont les suivantes. Et vous allez voir que, en fait, moi, je pense que cette thèse, elle est fausse, mais elle est fausse dans un sens pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, je pense que ceux qui souscrivent à cette... Je vous vends la mèche directement de la position qui me semble être la plus probable là-dessus. Je crois que ceux qui souscrivent à cette thèse, en fait, se trompent de colère. Ce qui les énerve, c'est qu'on appelle d'un terme péjoratif une idéologie qu'ils aiment bien. Wokisme, c'est péjoratif, d'accord? Donc si on vous colle sur le front pour le nom de votre idéologie quelque chose de péjoratif, vous allez dire « Ah non, non, ça n'existe pas, c'est pas moi ». C'est pour ça que le choix du terme wokisme a beaucoup nui au débat, c'est que ça a fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient sympathiques avec cette idéologie s'en sont distanciées, enfin se sont en fait distanciées du terme, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur colle sur le front une étiquette infamante. Mais vous allez voir qu'en réalité, il y a une idéologie ici et qui est partagée par un certain nombre de personnes. Si on arrive à la définir de manière neutre, en tout cas c'est le point de vue que je vais essayer de défendre dans ce qui suit ici. Donc, théorie du fourre-tout, c'est la théorie qui dit le wokisme c'est un terme fourre-tout destiné à servir de défouloir aux conservateurs. Ça ne correspond pas à une idéologie, mais à une panique morale. Bon, ça, je vous l'ai dit déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette théorie-là? Une première réponse qu'il ne faut pas laisser passer ici, même si je ne vais pas m'y étendre davantage, c'est de dire, c'est pas parce que les personnes qui s'opposent au wokisme sont des conservateurs qu'ils ont tort, d'accord? Donc conservateur, c'est pas un terme, ça ne doit pas être utilisé comme un terme infamant. Évidemment, ceux qui le font quand ils utilisent les partisans de la théorie du fourre-tout ne considèrent pas le conservateurs ou réactionnaires comme des choses positives, ils utilisent ça négativement, mais a priori, il faut laisser ouvert, quand on veut examiner les différentes positions politiques, la possibilité que les conservateurs puissent avoir raison. Mais j'avance un peu pour des choses un petit peu plus, peut-être, concluantes sur pourquoi est-ce que le wokisme, c'est pas juste un fourre-tout. La deuxième chose, c'est que si vous regardez l'étendue des publications qui arrivent sur le domaine, vous avez un grand nombre de critiques du wokisme, qui viennent pas du camp conservateur ou réactionnaire. Vous avez des critiques, et on en a envisagé en introduction, qui viennent plutôt des libéraux, des critiques qui viennent plutôt des marxistes ou des socialistes. Hein, et puis vous avez un certain nombre de critiques scientifiques qu'on parcourra rapidement après la pause. Là, je vous ai juste mis quelques... Ça n'arrête pas, j'arrive pas, puis je m'embête à chaque fois c'est très pénible à faire cette mosaïque, donc il y en a eu plein d'autres depuis. Mais vous voyez qu'il y a plein de... Juste pour dire... Stéphanie Rosa en français, La gauche contre les Lumières, Susan Neiman, Left is not woke. Vous avez un grand nombre de personnes, y compris à gauche, qui se sont opposées à ces théories-là, aussi bien des commentateurs que des chercheurs. Alors, donc ça c'est le deuxième élément de réponse à cette hypothèse du fourre-tout. Troisième élément de réponse, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans la plupart de ces critiques du wokisme. Parce que si vous lisez les livres en particulier que je vous ai mentionnés, de Mahoudeau, Polycar et Dupuy-Perry, très souvent, ils en arrivent à dire quelque chose comme non seulement le wokisme ne désigne rien, mais en plus, ce qu'il désigne, c'est une très bonne chose. Autrement dit, et ça, je pense que c'est révélateur exactement du problème, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le terme, c'est pas la chose. D'accord ? Donc, ils aiment bien ce dont parle ce terme-là, mais ils n'aiment pas qu'on en parle en ces termes. Une manière de dire ça, c'est si vous dites si c'est un fourre-tout, pourquoi est-ce que dans le fourre-tout, on peut mettre que des idées progressistes?
où est-ce que j'ai ça deux fois, hein, donc ça c'est les décodeurs du monde qui reprennent cette idée-là. C'est devenu une expression fourre-tout utilisée pour dénigrer des idées progressistes. Si ça dénigre que les idées progressistes, c'est pas un fourre-tout. Vous ne pouvez pas mettre des idées conservatrices dedans, par exemple. Vous ne pouvez pas mettre des idées libérales. Donc il semble que le wokisme, ça désigne un certain type d'idées progressistes. C'est plutôt ça qu'il faut chercher à définir. Donc je pense que, comme je vous disais, je crois que ceux qui sont partisans de cette théorie du fourre-tout, ils se trompent d'agacement. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on parle en termes péjoratifs de l'idéologie ou d'une famille d'idéologies qui leur semble positive. Bien, je vous ai mis là quelques grands noms de ces... Alors ça, c'est un autre argument contre les théories du fourre-tout, c'est qu'il y a en fait une histoire maintenant de cette idéologie, mais j'ai peur qu'on n'ait pas vraiment le temps. Donc juste pour vous dire rapidement, parce qu'il faut maintenant qu'on passe à la définition du wokisme, je voudrais, avant la pause, qu'on ait fini la définition, qu'on puisse passer à l'examen des objections ensuite. Dans les précurseurs de cette idéologie, vous avez Foucault qu'on va voir tout à l'heure, Frantz Fanon qui inspire les études postcoloniales. Sartre a écrit une préface fameuse au livre de Fanon. Et puis vous avez quelque chose dont on a peu parlé jusqu'ici, qu'on appelle l'école de Francfort ou la théorie critique, avec des auteurs comme Marcuse, Adorno, Benjamin ou Horkheimer, qui sont une version, une forme d'élaboration du marxisme, mais qui va insister notamment sur, d'une part, l'importance de l'efficacité sociale des théories et du militantisme, d'accord ? Marx lui disait, moi je fais juste de la science, je constate, je regarde comment les choses vont évoluer, je prédis l'effondrement du capitalisme. Eux vont beaucoup plus explicitement endosser des habits militants, et d'autre part, ils vont insister sur l'aspect culturel des relations de domination dans la société, ce qui n'était pas, comme je vous le disais tout à l'heure, le cas de Marx. Donc ça va avoir une grande influence. Et puis vous avez ensuite différents domaines d'études qui vont se recouper sur un certain nombre de thèses sur lesquelles on va essayer de mettre le doigt. Les études postcoloniales, les théories critiques, ce qu'on appelle les théories critiques de la race, qui viennent de juristes au départ. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Kimberlé Crenshaw, d'Eric Bell est aussi un auteur important. Donc c'est des juristes qui ont développé ça. Et puis vous avez au sein de la philosophie et plus généralement des études genre, un certain nombre de théories féministes qui sont développées là. La liste est loin d'être exhaustive. Il faudrait que je reprenne ça de manière plus précise. Alors, ce qu'on veut maintenant, nous, c'est définir... Pardon, est-ce que j'ai l'impression d'avancer peut-être trop vite? Est-ce que jusqu'ici, ça va pour tout le monde? Objection? Commentaire? Question? Ça va? Alors, on veut définir maintenant ce que c'est que le wokisme. On va faire l'hypothèse donc que la théorie du fourre-tout a tort, qu'il y a quelque chose comme les politiques de l'identité. Et puis, on veut savoir ce que c'est. Est-ce que vous avez des suggestions si on vous dit qu'est-ce que ça peut être ces politiques de l'identité? Rien. Alors, on va commencer par des mauvaises définitions, mais au moins peut-être qu'ils nous mettront sur la voie. Vous avez deux types de définitions dont on ne veut pas trop. C'est des définitions soit positives, soit négatives. Du côté des définitions positives, quand on utilise le terme woke, qui peut être utilisé positivement, contrairement à wokisme, souvent vous lisez qu'est-ce que c'est qu'être woke? C'est être éveillé, sensible aux injustices de toutes sortes, au racisme, au sexisme, à la transphobie, etc. Okay. Donc moi, si je suis woke, ça veut dire que je suis sensible à tout ça. Problème si vous posez ça comme question, donc acceptez maintenant que c'est ça que veut dire être woke. Qui c'est ici qui est opposé au wokisme? C'est dur quand même, c'est dur d'aller dire « Ah non, moi je suis raciste, moi je suis transphobe, moi je suis sexiste ». Non, enfin, il y a quelque chose de trivial de définir le wokisme comme ça. Si c'est ça le wokisme, on est tous woke, d'accord ? Donc ça, c'est le problème d'une définition positive. C'est que vous ne mettez pas le doigt, il doit y avoir un débat. Si c'est une nouvelle idéologie, il y a des désaccords. Là, si on définit comme ça, il n'y a pas vraiment de désaccord. Et puis, vous avez des définitions négatives du wokisme. Mathieu Bock-Côté, un commentateur conservateur, dit la chose suivante, c'est une hypersensibilité aux revendications des minorités. Andrew Doyle, un satiriste britannique qui a inventé
un personnage, Tiziana Madgrass, je ne sais pas si vous avez déjà vu ses posts sur Ilan a fait un livre, c'est très drôle, c'est un personnage imaginaire qui poste d'un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux dans l'esprit du wokisme et qui se fait souvent beaucoup apprécié par des gens qui souscrivent à ces idéologies, puis détesté par les autres avant qu'on comprenne qu'en fait c'est complètement un canular. Il a beaucoup d'humour. Et lui dit le wokisme, c'est du politiquement correct sous stéroïdes. Okay. Donc ça, c'est deux autres définitions du wokisme. Okay. Donc admettez que le wokisme soit du politiquement correct sous stéroïdes. Qui c'est qui est woke ici? Personne non plus. Okay. Donc évidemment, si vous avez une définition négative, il n'y a personne qui est woke dans l'histoire. On va pas, donc, dans les deux cas, vous voyez bien qu'on n'a pas une définition qui permet au débat d'avoir lieu. Et ça, c'est le grand problème qu'on a avec le wokisme, les politiques de l'identité aujourd'hui, c'est que soit on nie son existence, soit on en donne une définition positive, soit on en donne une définition négative. Et tout ça, ça empêche qu'on puisse en parler. Parce que, évidemment, si vous niez son existence, vous n'allez pas débattre de quelque chose qui n'existe pas. Si vous pensez que c'est nécessairement bien, bah alors on ne va pas débattre. Si vous pensez que c'est nécessairement mal, on ne va pas débattre. J'arrive tout de suite. Pensez aux autres idéologies politiques. On peut débattre de savoir si c'est bien d'être libéral ou pas, parce que vous pouvez vous revendiquer du libéralisme, et il y a un accord, même s'il n'est pas facile à trouver, sur qu'est-ce que c'est qu'être libéral, ou qu'est-ce que c'est qu'être socialiste, ou qu'est-ce que c'est qu'être conservateur. Au sujet des politiques de l'identité, on n'a pas ça pour l'instant. Donc ce qu'il nous faut, c'est essayer de trouver une définition neutre, et je vais vous en proposer une dans un instant, qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est certainement attaquable de différentes façons, mais au moins je pense qu'elle s'approche un petit peu plus de cette nouvelle idéologie, si c'en est une. Oui. Mais il me semble qu'en réalité, quand on regarde dans la définition positive le fait de s'opposer au racisme, au sexisme, etc., je veux bien que ce soit difficile de se prononcer contre ces principes, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas contre tous ces principes-là, mais on sait qu'il y a des gens qui sont racistes et qui se revendiquent racistes. On sait qu'il y a des gens qui sont sexistes et qui mettent en avant comme projet politique l'idée que les femmes c'est mieux qu'elles restent à la maison. On sait qu'il y a des gens qui mettent en avant le fait que, par exemple, l'école, elle favorise la transition chez les jeunes, etc. etc. Donc, je crois que ce n'est pas tellement juste de dire que tout le monde se veut woke. En réalité... Alors, c'est pas que tout le monde se veut woke, quelle que soit la définition, c'est là-dedans. Alors, vous avez raison qu'il y a peut-être certaines personnes qui se disent racistes, mais là, on s'intéresse aux idéologies politiques qui dominent nos démocraties libérales. Des personnes qui arrivent et qui disent « vive le racisme », c'est une frange qu'on peut considérer comme inquiétante ou comme particulièrement répugnante, mais aujourd'hui, ça ne fait plus partie des forces politiques très claires sur l'échiquier politique, qui revendiquent explicitement le racisme. Pareil pour la transphobie, pareil pour le sexisme, ça ne fait plus partie des choses qu'on dit. Alors, il y a une chose auquel il faut faire attention, et c'est dur de trouver la bonne attitude ici, c'est qu'on a tendance à dire « oui, tu dis que tu n'es pas raciste, mais en fait, tu es raciste ». D'accord ? Et là, il y a un risque ici dans le débat politique, c'est qu'on ne veut pas faire des procès d'intention systématiquement. Donc, nous, on fait l'hypothèse ici en philosophie politique qu'on discute ce que disent les gens. On ne spécule pas sur leurs intentions cachées. Donc, on n'a pas des décodeurs pour savoir ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux. C'est difficile, en fait, de savoir ça. On regarde les arguments qui sont avancés explicitement par les gens. Et parfois, on va trop vite pour dire « Ah, si tu fais ça, donc tu es raciste ». Donc, un exemple qui est souvent avancé par des conservateurs au sujet des restrictions à l'immigration, les conservateurs disent « Non, mais nous, on veut restreindre ». Enfin, certains conservateurs disent « Nous, on veut restreindre l'immigration, pas parce qu'on n'aime pas les étrangers, mais parce qu'on aime notre culture ». L'argument culturel contre l'immigration, ça fait partie des arguments les plus fréquemment mis en avant aujourd'hui. Les autres leur disent « Ah, mais ça, c'est que vous êtes raciste ». A priori, si on a une définition un peu stricte du racisme, qui en général fait intervenir au moins deux aspects, pardon, je ne vais pas m'embarquer dans un truc compliqué, mais en général, une définition du racisme elle fait intervenir deux aspects. D'une part, la croyance dans l'existence des races, et d'autre part, des races humaines, et d'autre part, une croyance normative selon laquelle certaines races ont plus de droits ou plus de valeurs que d'autres.
Okay. Si vous croyez dans l'existence des races, mais vous dites on a tous le même droit, elles ont toutes exactement les mêmes droits, vous n'êtes pas un raciste. Et puis si vous ne croyez pas dans l'existence des races, vous n'êtes pas un raciste non plus. Donc si vous avez cette définition un peu stricte du racisme, vous vous rendez compte qu'il ne s'applique pas à travers tout le spectre politique, y compris pour des gens qui peuvent sembler racistes au premier abord, mais qui disent en fait nous on veut juste préserver notre culture, on est bien à Neuchâtel, on ne voulait pas casser cette ambiance, c'est pas qu'on n'aime pas les autres, mais on veut garder notre... Alors, on peut essayer d'étendre la définition du racisme à ça, mais je mets juste un petit bémol à ce que vous avez dit, je pense que il faut faire attention, mais peut-être ne l'avez-vous pas dit d'ailleurs, excusez-moi si je vous prête moi-même des intentions que... Je suis en train de dire qu'il ne faut pas prêter des intentions, mais je pense que des gens qui se revendiquent explicitement du sexisme, du racisme, de la transphobie aujourd'hui, c'est marginal politiquement, et l'accusation qui consiste à dire au fond vous êtes raciste, au fond vous êtes transphobe, au fond vous êtes raciste, sexiste, elle est souvent difficile à motiver bien. Quand on regarde les théories des personnes en question, souvent il y a quelque chose de plus subtil que ça. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire en reprenant ce que j'ai essayé de vous dire dans la première séance du cours, c'est que souvent les idéologies politiques, elles polarisent parce qu'on fonce un petit peu trop là-dessus. C'est-à-dire on se dit, on a tendance à caricaturer son adversaire et à dire « Ah oui, ceux d'en face de moi, c'est les méchants, racistes, socialistes, je sais pas quoi », alors qu'en général, leur théorie, elle a plus à dire que ça. Donc nous, en tout cas, en philosophie politique, on évite les procès d'intention et on se concentre sur ce qui est dit explicitement. Mais j'ai conscience que c'est pas ce que... Enfin, pardon, encore une fois, c'est pas ce que vous avez dit. Excusez-moi de vous donner l'impression de vous porter cette accusation. Bien, alors comment est-ce qu'on peut définir le wokisme? Bon, on veut une définition neutre maintenant. Okay. Qu'est-ce que c'est une définition neutre? C'est une définition qui puisse être acceptée aussi bien par ceux qui souscrivent à l'idéologie que par ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie. Sinon, on ne peut pas débattre. Et c'est ce genre de définition qu'on essaie de donner pour le socialisme et pour le libéralisme. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vous propose la définition suivante en 3 points. Le wokisme, ou mieux les politiques de l'identité, c'est une idéologie selon laquelle, premièrement, il y a une omniprésence du pouvoir. Il faudrait mieux dire de l'oppression, pardon. Ce que c'est que cette thèse de l'omniprésence de l'oppression? C'est l'idée que nos démocraties libérales sont structurées autour de relations d'oppression qui sont omniprésentes et qui sont cachées. Je vous donne les 3 points, puis on y revient brièvement avant la pause. Le deuxième point essentiel du wokisme, c'est la construction sociale des identités. L'idée ici, c'est que ces relations d'oppression, elles se combinent pour construire des identités sociales qui sont basées soit sur la race, l'orientation sexuelle, le genre, le handicap, le poids, etc. Donc, je vais revenir dans un instant là-dessus. Je finis de vous présenter les 3 aspects, puis j'essaye de clarifier chacun d'eux. Et puis, le troisième aspect essentiel des politiques de l'identité, c'est l'idée que les relations d'oppression, donc qui traversent de manière cachée toute notre société, ne sont directement accessibles que par l'expérience vécue de ceux qui en sont les victimes. Donc si vous voulez voir l'oppression, vraiment la voir de première main, il faut être vous-même une victime de cette oppression-là. Donc il y a un privilège épistémologique qui est accordé aux victimes dans cette histoire. Donc 3 aspects. Il y a des relations d'oppression partout, mais qui sont cachées. Ces relations d'oppression, elles nous constituent individuellement. En tant que victime, on est une femme, une personne noire, etc. Et troisièmement, ces relations d'oppression, on ne les voit bien directement que si on est victime de ces relations d'oppression. Alors, on essaye de comprendre un peu mieux ces trois thèses, et vous m'interrompez évidemment s'il y a quoi que ce soit qui demande à être clarifié. Première idée, il y a des relations d'oppression qui sont omniprésentes et cachées dans notre société. Ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de wokisme. Il faut s'éveiller à ces relations d'oppression. Okay, vous n'avez pas l'impression, enfin j'espère, vous n'avez pas l'impression maintenant qu'il y a des relations d'oppression dans cette salle. D'accord ? Peut-être devant pas, vous avez l'impression. Entre vous, prenez juste entre vous n'avez pas l'impression d'être opprimé d'une manière ou d'une autre. Ce que disent les partisans de ces théories de l'identité, c'est de dire, en réalité, si, même dans une conversation parfaitement innocente, vous avez des relations de domination, de pouvoir qui sont en jeu, et il faut apprendre à les voir. Et ça, c'est ce que nous, on entend faire avec nos théories de l'identité. Faire voir ça. Cette idée qu'il y a des relations de pouvoir cachées partout, vous la trouvez chez Marx. Souvenez-vous, Marx dit, vous n'avez pas l'impression quand vous allez au marché qu'il y a de l'exploitation, mais en fait il y a de l'exploitation partout. Le nœud des relations économiques, c'est l'exploitation. Le fait que le capitaliste confisque la plus-value, la période produite pendant la période de surtravail du travailleur. Donc ça, c'est une idée qui est déjà chez Marx. C'est une idée qu'on a aussi chez Foucault. Je vais vous donner une situation dans un instant. Donc,
le pouvoir, comme dit Foucault, est partout. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais il faut ajouter deux choses pour voir la singularité du wokisme ici. La première chose, c'est que ces relations de pouvoir sont des relations négatives. C'est des relations qui opposent d'une part les privilégiés et d'autre part des personnes qui sont typiquement oppressées, soumises ou marginalisées. Et ça, c'est pas ce que dit Foucault. Foucault est un peu plus... il accepte qu'il y ait des relations de pouvoir qui ne sont pas forcément négatives. Marx, quand bien même il essaye d'éviter tout vocabulaire normatif, quand il parle d'exploitation, on sent bien qu'il considère que c'est une mauvaise chose. Et puis le deuxième aspect qui est crucial, et là qui va distancer les partisans des théories de l'identité de Marx, c'est que ces relations de pouvoir qui fondent nos sociétés contemporaines, démocratie libérale, elles sont typiquement symboliques et pas économiques. Okay. Elles sont basées typiquement sur ce qu'on appelle des stéréotypes, sur des représentations, sur ce que doit faire telle ou telle personne en fonction de leur race, de leur genre, ou ce qu'elles valent en fonction de leur race, de leur genre, de leur sexe, de leur poids, de leur handicap, etc. Okay. Donc ça va contre Marx, l'idée que l'oppression, elle n'est pas simplement économique, ni même principalement économique, elle est d'abord symbolique. C'est nos représentations, nos croyances vis-à-vis des groupes d'individus qui justifient le fait qu'il y a tout un tas d'oppressions partout dans la société. Voici ce que dit Foucault. Omniprésence du pouvoir, non point parce qu'il aurait le privilège de tout regrouper sous son invincible unité, mais parce qu'il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d'un point à un autre. Le pouvoir est partout. Okay. Et regardez ce qu'il précise, il n'y a pas au principe des relations de pouvoir une matrice générale, une opposition binaire et globale entre dominateur et dominé. Ça, c'est la partie de Foucault que vont rejeter les partisans des théories de l'identité en disant si, il y a une relation entre les dominants et les dominés. Okay. Donc Foucault a raison de dire qu'il y a du pouvoir partout, mais ce pouvoir, il introduit effectivement des relations de domination. Bien, je passe. Ça, est-ce que ça va? Vous voulez faire la pause maintenant ou c'est bon? Je peux vous présenter encore les deux derniers points du wokisme, mais on fait la pause? Ou qui veut faire la pause tout de suite? Personne, vous n'osez pas. Très bien, très bien. Ça, c'est de l'oppression. Alors, ça, c'est la première partie de notre définition des politiques de l'identité. Deuxième partie, ces relations d'oppression se combinent pour construire des identités sociales qui sont basées sur leur race, l'orientation sexuelle, le genre, le poids, le handicap et tout un tas de choses. Là, j'ai mis les trois principales. La chercheuse que vous voyez là, c'est Kimberly Crenshaw, et c'est elle qui a introduit cette notion que vous avez sans doute déjà rencontrée, qu'on appelle l'intersectionnalité. Dans deux articles qui sont extrêmement cités. Qu'est-ce que veut dire Crenshaw ici? En deux mots, l'idée de Crenshaw, c'est que vous avez ces relations de domination qui sont partout dans la société, et vous pouvez vous retrouver, on est tous, chacun de nous, à un certain point de ces relations de domination. D'accord? On est au nœud de ces relations de pouvoir. Et ces relations de pouvoir, elles définissent notre identité. Donc notre identité sociale, elle n'est pas innée, elle n'est pas essentielle. Hein? Donc tous les partisans de ces théories d'identité sont contre ce qu'on appelle l'essentialisme. Donc ce n'est pas la biologie qui nous définit, ce n'est pas des facteurs naturels immuables, c'est ces relations de pouvoir. Okay. Donc moi maintenant, je suis dans une relation de pouvoir vis-à-vis de vous. Donc je suis un homme blanc, âgé, professeur. Je suis au top. Donc je suis super dominant, super oppresseur. Okay. Et puis certains d'entre vous ici sont des femmes, certains d'entre vous ici sont pas suisses, certains d'entre vous font partie de religions qui ne sont pas les religions principales, etc. Et ça, en vertu de chacun de ces aspects, vous êtes dominé d'une certaine manière. Et la théorie de Crenshaw, elle consiste à dire si vous prenez une femme noire musulmane, vous avez trois aspects ici pour elle d'être dominée. Elle est dominée, oppressée en tant que femme, elle est oppressée en tant que noire, et elle est oppressée en tant que musulmane. Et ce que dit Crenshaw, c'est que pour savoir l'identité d'une femme noire musulmane, vous ne pouvez pas juste faire la somme de ces trois aspects-là, c'est que ces trois aspects, ils se combinent pour créer une réalité nouvelle et singulière. Ce n'est pas juste je suis à la fois femme, noire et musulmane, c'est que émerge une nouvelle identité qui est à la convergence de ces trois identités-là. D'accord ? Donc, l'intersectionnalité, c'est la théorie qui consiste à dire à chaque point de ces relations de domination, émergent des nouvelles identités. D'accord ? Émergent des nouvelles identités qui sont des nouvelles façons d'être oppressées en quelque sorte, parce que ces différents facteurs se renforcent ou se combinent d'une manière qui n'est pas simplement additive. Je passe ça.
peut-être je vais revenir là-dessus après la pause, parce que ça, c'est une des tensions fondamentales du wokisme, donc je les mettrai dans les objections après la pause. Et puis la dernière chose avant la pause, c'est cette diapo maintenant. La personne que vous avez là, c'est Donna Haraway, et c'est une des philosophes qui est aussi extrêmement influente, qui a introduit dans un article, il faut que je vous mette les articles de Crenshaw et de Haraway en ligne, un type d'épistémologie qu'on appelle l'épistémologie du point de vue. Ça, c'est le troisième aspect des politiques de l'identité. Qu'est-ce que c'est que cet aspect? C'est l'aspect qui consiste à dire que les relations d'oppression ne sont directement accessibles que par l'expérience vécue des personnes qui sont opprimées. Donc si vous voulez savoir s'il y a de l'oppression entre telle ou telle personne, il faut demander aux personnes potentiellement opprimées et pas aux personnes qui sont potentiellement des oppresseurs. D'accord ? Donc vous avez un privilège épistémique, c'est défini en ces termes, un avantage épistémique qui est accordé aux personnes qui sont les victimes ou potentiellement les victimes. Donc vous n'allez pas, si Jean dit Olivier Massin me harcèle parce qu'il n'arrête pas de dire des méchancetés sur moi en cours, l'accusation elle vient de Jean qui est potentiellement la victime. Okay, alors c'est un homme blanc, ça c'est des points, c'est pas très bien pour être une victime, mais il est étudiant alors que je suis professeur, donc il y a une relation hiérarchique ici, potentiellement d'oppression. Donc il faut d'abord prendre en sérieux la parole de Jean, d'accord ? Donc, et d'abord et parfois de manière systématique et radicale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, l'épistémologie du point de vue. C'est l'autorité qui est donnée au ressenti des membres des groupes marginalisés. Et ça, c'est ce que défend Donna Haraway que vous avez ici. Vous pouvez penser que c'est loin de nous. Voici ce que dit Cressida Hayes dans son article sur les politiques de l'identité dans la Stanford Encyclopedia. What is crucial about the identity of identity politics appears to be the experience of the subject, especially his or her experience of oppression. Charles Lawrence, qui est aussi un auteur influent, très cité ici, nous devons apprendre à nous fier à nos sens, nos sensations et à nos expériences, et à leur donner toute autorité en la matière, même surtout en présence des récits dominants de la réalité sociale qui prétendent à l'universalité. L'opposition à l'universalisme, vous allez voir que ça fait partie des points centraux ici. Et juste pour vous laisser... J'arrête là pour la pause parce que je vous l'ai promis suffisamment maintenant. À chaque fois, je rajoute une diapo. On fait une pause de 10 minutes et on reprend à 25.